C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La dure journée pour les deux principaux opposants au président sénégalais Macky Sall. Avec d'abord la condamnation en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, à 5 ans de prison ferme pour escroquerie. Et puis le rejet du pourvoi en cassation de Karim Wade, l'ex-ministre en exil exclu des listes électorales. Khalifa Sall, de son côté, a encore un recours possible. Nicolas Germain vous expliquera tout cela dans un instant. Suite et fin de notre série en Mauritanie. Ce samedi, près d'1,5 million d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives, régionales et municipales. Pas moins de 105 partis sont en lice. Les électeurs s'y retrouvent-ils? Se sentent-ils impliqués? La réponse dans le reportage à suivre. Et à la fin de ce journal, nous vous ferons découvrir des poupées noires made in China. C'est une Sud-Africaine qui les a imaginées, excédée de voir ses filles se comparer aux modèles de beauté occidentaux. Elle leur a créé un jouet à leur image. D'une pierre, deux coups. En moins de 24 heures, deux opposants sénégalais ont vu leur espoir d'être candidats à la présidentielle de février contrarié. En ce qui concerne Karim Wade, l'ex-ministre exilé, son pourvoi en cassation contre son exclusion des listes électorales a été rejeté. Il n'y a plus de recours possible. Pour Khalifa Sall, le maire de Dakar, condamné en appel à 5 ans de prison pour détournement de fonds, tout n'est pas encore perdu. Nicolas Germain est avec nous sur ce plateau. Nicolas, il lui reste encore un espoir. Oui, un dernier recours, c'est la Cour suprême. Et d'ailleurs, son entourage a dit qu'il allait saisir la Cour suprême. Mais il faudra que cette Cour statue avant le 26 décembre, qui est le dernier jour pour le dépôt des candidatures pour la présidentielle de février 2019. Khalifa Sall, qui est en détention provisoire depuis mars 2017, accusé d'avoir détourné 2,5 millions d'euros à la mairie de Dakar entre 2011 et 2015. Ses partisans, eux, parlent d'un procès politique. Ils estiment qu'il n'y a pas de justice indépendante au Sénégal. Ils pensent que c'est le président Macky Sall qui a voulu éliminer un grand rival politique juste avant la présidentielle. Macky Sall, qui lui d'ailleurs n'a toujours pas dit officiellement s'il était candidat, mais la plupart des analystes pensent qu'il n'y a pas de doute. Il sera bien candidat pour un second mandat en février. Alors, vous le disiez, ces partisans parlent d'un procès politique. Et il n'est pas le seul. Il faut dire qu'il y a aussi Karim Wade qui est empêtré dans des procès. Absolument, et d'ailleurs, il y a eu une mauvaise nouvelle pour lui aujourd'hui, puisque la Cour suprême a rejeté son pourvoi. Lui, il protestait contre le fait que le mois dernier, il a été radié des listes électorales en raison de son procès pour enrichissement illicite en 2015. Or, au Sénégal, si vous êtes radié des listes électorales, vous ne pouvez pas être candidat à la présidentielle. Rappelons que Karim Wade, il a été gracié par Macky Sall en 2016, mais que cette grâce n'équivaut pas au fait que sa condamnation soit effacée. Et puis, en 2016, on sait que Karim Wade, il est parti vivre au Qatar. Alors, les partisans des deux partis, des deux opposants accusent bien sûr le gouvernement de procès politique. Vous avez pu contacter le gouvernement qui a réagi? Oui, à l'instant, j'ai eu l'un des ministres de Macky Sall, El Hadj Kassé. Lorsqu'on lui dit que les opposants parlent de procès politique, il dit que les commentaires lui importent peu. Il dit aussi que selon lui, les avocats de Khalifa Sall ont confirmé qu'il y avait eu l'utilisation de fausses factures. Il dit aussi que lorsqu'en France ou aux États-Unis, un scandale éclate pendant une campagne, eh bien, on ne crie pas forcément au règlement de compte politique. Il dit qu'il n'y a pas d'impunité au Sénégal. Il répond aussi aux accusations d'Amnesty International qui avait critiqué le système judiciaire sénégalais. Il dit qu'Amnesty International ne peut pas remettre en cause le fond des dossiers. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant longtemps, le Sénégal, on disait que c'était une des plus grandes démocraties d'Afrique de l'Ouest. Et là, on entend de plus en plus de voix discordantes, donc notamment Amnesty International, qui ce mois-ci a publié un rapport en disant qu'il y avait des procès inéquitables au Sénégal et qui a cité notamment deux cas, le cas de Khalifa Sall et le cas de Karim Wade. Merci beaucoup Nicolas Germain pour ce décryptage. Notre dernière escale en Mauritanie avant les élections législatives, municipales et régionales. Aujourd'hui, notre envoyé spécial est allé à la rencontre de la jeunesse et a tenté d'évaluer leur intérêt pour ce scrutin. Beaucoup ne croient plus aux promesses faites par les politiques. Il n'empêche, les affiches des candidats tapissent les murs de Nouakchott. Pas moins de 105 partis sont en lice. Reportage signé Sarah Sakou. En plein centre-ville de Nouakchott, le marché des téléphones portables. Un secteur informel qui occupe nombre de jeunes, faute d'emploi. La campagne électorale, beaucoup l'ont suivie de très loin. Amadi, un jeune chômeur, affirme ne pas croire aux promesses des candidats. On a beaucoup de problèmes, surtout les jeunes. Eux, ils ne croient pas aux élections, parce qu'il y a problème de chômage, il y a problème de tout, il y a problème des ordures. Il y a beaucoup de problèmes. Et aussi, il n'y a pas la solidarité entre les ethnies.
Ba, un commerçant, avoue lui être complètement perdu entre les multiples discours électoraux. J'ai écouté les promesses des différents candidats, mais je n'ai rien compris. Je n'ai rien trouvé qui représente mes attentes. Ces mères de famille modestes savent déjà à qui elles donneront leur voix samedi. Et leurs attentes sont nombreuses. Qu'ils fassent quelque chose pour les jeunes surtout. Nous voulons aussi des écoles, qu'on nous finance un peu, nous les femmes, pour nous permettre de travailler et plus de développement en zone rurale. Mohamed possède ce café et plusieurs supermarchés. Cet entrepreneur, qui se rendra également aux urnes samedi, tient avant tout à la stabilité. Bon, je veux que la sécurité continue. Il n'y a pas de problème. Depuis 5 ou 6 ans, on n'a pas de problème de sécurité. Je veux que tout ça, là, ça continue normal. Et je ne veux pas qu'il y aura des problèmes entre des citoyens, entre des pays voisins. La campagne électorale s'achève jeudi soir. 105 partis et plus de 6000 candidats sont en lice pour ce triple scrutin. La phase finale du procès de l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda s'est achevée ce jeudi devant la Cour pénale internationale. L'accusation et la défense présentaient leur dernier argument ce jeudi avant le verdict. Bosco Ntaganda est accusé d'avoir commandité des meurtres, des pillages et des viols commis par ses troupes en Ituri, en République démocratique du Congo. Le compte-rendu de notre correspondante à l'AE, Stéphanie Mopa. Bosco Ntaganda a donc conclu ces 3 années de procès en rejetant l'intégralité des accusations du procureur et en se présentant au contraire comme un révolutionnaire, comme un homme qui aurait voulu instaurer la paix en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors il a rejeté avoir participé à un plan qui visait à s'emparer politiquement et militairement de l'Ituri et il a nié les accusations d'attaque contre des civils, de viol, de pillage et d'enrôlement dans ses troupes d'enfants de moins de 15 ans. Et puis avec ses avocats, ils ont rejeté l'intégralité des témoignages. Il faut se rappeler que dans ce procès, 80 témoins ont été appelés à la barre par le procureur, mais pour Bosco Ntaganda et pour ses avocats, ces témoins n'ont proféré que des mensonges. Ils ont aussi rejeté le surnom de Terminator, un surnom qui lui avait été donné lorsqu'il combattait dans l'est de la République démocratique du Congo, et un surnom qu'a repris le procureur dans son réquisitoire en décrivant un homme extrêmement violent, un tueur notoire. Voilà, c'était les termes de l'accusation. Alors les juges se sont désormais retirés pour délibérer, mais ils ont prévenu, le verdict ne sera pas rendu avant longtemps. Il faudra attendre parce que, selon eux, ce procès était extrêmement complexe. Et Bosco Ntaganda continue à plaider non coupable. À Bunia, dans la province de l'Ituri, des victimes espèrent une condamnation. 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité sont retenus contre l'ex-chef de guerre. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Écoutez quelques réactions. Personnellement, comme avocat des victimes, j'ai tout cet réquisitoire-là n'est pas vraiment à ce niveau parce que nous avons souhaité, nous nous attendons à un réquisitoire à perpétuité. Vous savez, ce sont des crimes graves commis dans la ville de Bunia, en Ituri en général. D'ailleurs, moi, je suis parmi les gens qui ont perdu un de leurs familles. Alors, selon moi, j'apprécie le jugement de l'AE et nous attendons seulement s'il sera acquitté ou s'il sera condamné. Les conséquences de l'épidémie de choléra en Algérie sur les maraîchers et les agriculteurs. Depuis la propagation du choléra, les consommateurs boycottent certains fruits et légumes. Parmi eux, la pastèque. Beaucoup pensent qu'elle a été le point de départ de l'épidémie. Une rumeur attestait que certains producteurs irriguaient leur pastèque avec de l'eau contaminée. Reportage d'Oussama Senoussi et récit de Salim Abdelhadj. Il n'y a pas foule sur les marchés à Alger et pour ceux qui viennent faire leurs courses, ils boudent certains produits. Depuis l'apparition de l'épidémie de choléra, les Algérois ne sont pas rassurés. Ils craignent que certains fruits et légumes aient été arrosés avec de l'eau contaminée. Si ces fruits étaient contaminés, ils n'arriveraient pas jusqu'ici. Il y a des contrôles quand même. Et le fruit qui cristallise le plus les peurs, c'est la pastèque. Une rumeur court à Alger que l'épidémie a été propagée par ce fruit irrigué avec de l'eau croupie.
Nous essuyons de nombreuses pertes, surtout les vendeurs de pastèques et de melons. Les gens en mangent, ils n'ont rien. Cette affaire va détruire les agriculteurs qui n'ont déjà aucune aide. C'est le coup de grâce. Pour contrer les rumeurs, le ministère de l'Agriculture a souhaité rassurer les consommateurs en garantissant que les fruits et légumes vendus étaient sains et qu'ils ne représentaient aucun danger. Mais aux abords des marchés, les déchets s'accumulent, suscitant encore plus d'inquiétudes. Ensemble contre les disparitions forcées au Burundi. C'est le thème d'une conférence organisée ce jeudi à Bruxelles par le Forum pour la conscience et le développement, un événement à l'occasion de la Journée internationale des victimes des disparitions forcées. Le secrétaire exécutif du Forum estime qu'il y aurait eu entre 300 et 800 disparitions en 3 ans au Burundi, des disparitions liées à des activités politiques. Image tournée par Alix Le Bourdon. Elle est peut-être made in China, mais la poupée imaginée par Fatouma Abdullah est bien africaine. Cette maman, originaire d'Afrique du Sud, a décidé de créer une poupée à l'image de ses filles, excédée de les voir se comparer aux modèles de beauté occidentaux. Sadia Mandjou. Peau marron, cheveux crépus et tenues en pagne. Voici les Akiki, des poupées nées en Afrique du Sud. Elles mesurent 46 cm et ont rapidement trouvé leur place dans la cour de récré. J'aime tout chez elle. Sa robe et ses cheveux, et ses sourcils, ses mains et sa peau. Elle est différente par rapport à une poupée blanche. Elle a une peau marron claire. Elle est trop mignonne. C'est ma poupée préférée. Au départ, Akiki était l'héroïne d'un livre pour enfants. Fatouma Abdullah lui a donné vie pour remédier à l'absence de représentation africaine au rayon poupée. Cette mère de famille a créé un objet dont sa fille de 7 ans serait fière de s'occuper. Quand j'ai présenté Akiki à ma fille pour la première fois, j'étais super excitée. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir une poupée noire, moi. Et je n'arrêtais pas de lui dire « Regarde-la, regarde-la ». Puis elle s'est mise à crier « Trop bien, elle est comme nous ». La première chose qu'elle a fait, c'était toucher les cheveux et regarder la couleur de peau. Car oui, les poupées existent aussi en marron. Les poupées Akiki sont fabriquées en Chine, mais leurs habits, toujours à la pointe de la mode, sont créés par des stylistes locales. C'est une expérience amusante. Je suis libre de créer ce que je veux. Je fais en sorte que les habits d'Akiki donnent envie à toutes les petites africaines et même aux américaines. Donc je conserve nos codes vestimentaires, mais il faut que ça parle aussi au reste du monde. En swahili, Akiki veut dire rubis, la pierre du courage, de la confiance et de la noblesse. Des valeurs qui font de cette poupée un jouet que même les grands enfants peuvent s'approprier. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Aude Le Christ. Le lac Nokoué, qui borde notamment Cotonou, est le garde-manger du Bénin. Mais il perd aujourd'hui de son potentiel économique. La surpêche prive les plus démunis de leurs revenus. Alors que la mangrove est pillée et que la pollution des jassins d'eau obstrue la navigation, notre observateur Arnaud Adik-Peto et son ONG parviennent néanmoins à sensibiliser les autorités grâce aux cartes et aux images établies par leurs drones. Les observateurs Ligne Directe, à voir sur France 24 et sur France24.com.